d'être là. Je m'appelle Thomas Friand, je suis le fondateur et le directeur général de l'Institut Open Diplomacy. Et malgré ma voix absolument cassée, et je suis sûr que vous me pardonnerez pour ça, c'est moi qui m'occupe de modérer cet échange pour lequel je vais vous présenter nos oratrices et après vous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre avant qu'on se lance dans la mêlée. Vous avez juste à ma droite Laetitia Elouette, qui préside actuellement l'Observatoire national de la politique de la ville, mais qui a, au-delà de cette fonction, un parcours historique absolument remarquable, notamment en faveur et aux côtés de l'engagement des jeunes dans la vie de la cité, puisque, entre autres nombreux engagements qu'elle a eus, elle a présidé le club 21e siècle, et elle a dirigé une école qui s'appelle l'École des hautes études internationales et politiques. Donc merci beaucoup à toi, Laetitia, d'être là. On a également Tara Goodwin, qui fait partie des jeunes délégués qu'on a envoyés cette année avec l'Institut Open Diplomacy au G20 des jeunes, où Tara était chef de notre délégation et s'occupait dans les négociations entre jeunes des questions climat. Alors on va revenir sur ce que c'est que ce G20 des jeunes, mais puisqu'on parle du G20, je voudrais aussi vous parler du G7 et donc vous présenter Juliette Hurier, qui était dans la délégation qu'on a envoyée au G7 des jeunes cette année au Japon, donc côté Inde et côté Japon. Juliette s'occupait des questions liées à l'économie. Donc on va vous parler évidemment de planète, de paix, d'engagement de la jeunesse, mais pas sans les jeunes, avec les jeunes, parce qu'on va parler avec vous. On est tous jeunes sur le panel, donc voilà. Alors pour ce qui me concerne, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai fondé l'Institut Open Diplomacy il y a 13 ans pour créer justement ce G20 et ce G7 des jeunes. Alors cette année, ils étaient en Inde et au Japon. L'année prochaine, ils seront en Brésil et en Italie. Mais il se trouve que quand j'ai lancé ça sous le haut patronage du président de la République en 2011, à l'époque, faire participer des jeunes à la diplomatie, c'était pas du tout une évidence. Ça n'était même pas envisagé, et on l'a fait. Et peut-être pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a tenu à cœur de venir ici au sein du Forum Normandie pour la paix pour vous parler de ce sujet, même si on va parler de questions un peu difficiles. C'est parce que même quand ça n'apparaît pas comme une évidence, voire comme tout vous laisse à penser que vous n'avez pas votre place à prendre, et ben prenez-la quand même parce que ça peut marcher. Et la preuve en est, on est là tous les quatre, même si j'ai plus de voix. Alors, le thème qu'on a choisi, c'est pour la planète et les peuples, une jeunesse engagée. Évidemment, le sujet est lourd de sens, chacun des mots est dur. On voulait traiter ce sujet parce qu'on se demande si une paix est possible sans une planète protégée. On se demande comment gérer le chaos géopolitique et le chaos écologique en même temps. Les rapports du GIEC qu'on lit, peut-être que vous aussi vous aimez lire les rapports du GIEC, pour ceux qui s'intéressent aux questions écologiques, en tout cas les résumés, nous projettent des scénarios de plus en plus difficiles. On sait qu'on n'a pas de planète B, donc il n'y a pas de plan B, donc il va falloir gérer la planète A et la protéger. Et en même temps, plus la guerre avance, plus il est difficile de faire coopérer les États pour protéger la planète. On le verra probablement particulièrement au moment de la COP28 cet hiver aux Émirats. Et dans ce contexte-là, eh bien, céder à l'éco-anxiété ou à l'anxiété tout court, d'ailleurs, peut être assez facile, et donc s'engager peut être difficile. Et c'est exactement pour cela qu'on voulait vous parler d'engagement de la jeunesse et en parler avec vous. Alors, on va procéder de la façon suivante. J'ai prévu 3 rounds dans le match. Alors, je vous préviens, ils ne vont pas se battre. On va faire 3 rounds, et à chaque round, mesdames vont vous donner quelques convictions qu'elles ont forgées à l'aune de leurs engagements qui sont remarquables, et je voudrais à nouveau vous remercier et saluer votre travail. Et à chacun des rounds, on va prendre un petit quart d'heure pour échanger avec vous. Si vous avez des questions, j'espère que vous en aurez. Peut-être qu'on parlera de sujets qui vous paraissent encore un peu loin, puisque vous êtes au lycée, si j'ai bien compris. Mais c'est le moment. Et le but, c'est de créer des vocations, ou en tout cas de lever des barrières à l'engagement. Donc prenez toute votre place dans cet échange, s'il vous plaît. La première question, le premier round, donc, commencera par une question que je voudrais adresser à Juliette.
Juliette, tu étais donc cette année au Y7, le G7 des jeunes, qui s'est tenu un mois avant le sommet du G7 à Hiroshima. Alors évidemment, le mot Hiroshima, il évoque tout de suite dans la tête de nos amis ici quelques images horribles. Dans ce contexte géopolitique et écologique un peu troublant que j'évoquais tout à l'heure, comment est-ce que toi, tu gardes espoir et donc, au fond, une volonté de s'engager? Merci Thomas pour la question. Alors je pense qu'il est tout à fait normal de se sentir préoccupé par le contexte géopolitique, environnemental actuel, surtout avec les défis et les challenges qu'on voit. Il faut quand même garder un certain espoir parce que, comme disait Thomas, il n'y a pas de planète B. Donc de toute façon, il va falloir arriver à une solution. Et puis c'est la planète que nous avons. Donc il faut... Ton micro comme ça. Et donc effectivement, il faut garder espoir parce qu'on va rester sur cette planète. Après, il y a plusieurs mesures positives qu'on peut prendre individuellement. La première, c'est de s'éduquer, de se renseigner en fait sur les problèmes mondiaux, le changement climatique et les questions sociales afin de mieux comprendre les causes et puis générer après des solutions potentielles. Les connaissances peuvent donner un certain sentiment aussi de déjà s'engager et de lutter contre l'éco-anxiété. Après, effectivement, il y a une deuxième mesure, c'est s'engager activement. Donc nous, avec Tara, on avait choisi de s'engager au niveau international, mais il y a de plus en plus de possibilités de s'engager aussi au niveau local. Il y a des municipalités qui organisent des conseils généraux, conseils municipaux jeunes, conseils général jeunes. Donc c'est aussi quelque chose où vous pouvez vous engager et on a déjà le sentiment de faire quelque chose pour trouver des solutions. Faut aussi encourager le dialogue, discuter avec d'autres personnes de ces problèmes. C'est bien de venir participer ici puisqu'il y a pas mal d'experts qui aussi ont déjà généré des solutions. Et puis, effectivement, il faut aussi garder espoir. Comme je disais, l'histoire a montré que l'humanité peut surmonter des défis majeurs lorsque nous travaillons tous ensemble. Donc, il faut garder l'espoir. Après, effectivement, quand on parle de l'engagement au niveau international, le Y7, c'était assez intéressant de voir qu'il y avait aussi, on n'est pas tout seul, il n'y a pas que les Français qui s'engagent sur la question, il y a des jeunes partout dans le monde. Et après, effectivement, on voit que chaque pays, chaque jeune a aussi ses solutions. Et en débattant, en échangeant avec d'autres personnes, avec d'autres perspectives, on arrive à trouver des solutions qui sont peut-être beaucoup plus compréhensives et qui nous permettent de nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans ce combat. Donc c'est assez effectivement intéressant et c'est comme ça qu'on peut commencer déjà à son niveau et c'est effectivement à la jeunesse de s'engager dès maintenant. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose. Peut-être juste un mot de pédagogie avant de me tourner vers toi, Laetitia. Je me rends compte qu'il n'est peut-être pas une évidence pour tout le monde ce que c'est le G20 et le G7. Alors je suis sûr que vous en avez entendu parler à un moment ou à un autre dans un cours d'économie ou un cours d'histoire, géographie, etc. ou de géopolitique. Mais pour ceux qui ont besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire sur ce que sont le G20 et le G7, le G20 c'est le club, si je dose dire, des 20... Enfin, il y a plus que 20 personnes autour de la table au G20, mais des 20 dirigeants mondiaux les plus influents. Donc, vous avez le président de la République française, le président des États-Unis, le Premier ministre indien, le premier président du Brésil, etc. Et c'est vraiment un club à l'image du monde, puisque tous les continents y sont représentés, et en particulier cette année, l'Afrique du Sud, pardon, pas l'Afrique du Sud, l'Union africaine a été intégrée comme un membre du club, au même titre que l'Union européenne. Et le G7, c'est la même chose, mais en format plus restreint, parce que ça date d'il y a plus longtemps. Ça date de 1975. Ça a été créé à Rambouillet, dans les Yvelines, en France. C'est le président Giscard d'Estaing qui l'avait initié. Et là, dans cet espace plus réduit, on ne trouve toujours pas 7 personnes, c'est totalement incohérent. Il y en a 8, 9 même, devrais-je dire. Et ça rassemble principalement, on va dire, des démocraties libérales occidentales, puisque vous avez quelques États européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, le Japon, et l'Italie et l'Union européenne. Voilà, donc pour ceux qui ne resituaient pas ce que veut dire être délégué au G20 ou au G7 des jeunes, ça veut dire aller challenger le Premier ministre japonais qui préside le G7 comme Juliette l'a fait, ou aller challenger le Premier ministre indien comme Tara l'a fait tout récemment. Pardon pour la petite parenthèse pédagogique qui vient interrompre le flux.
mais qui était peut-être utile, j'espère en tout cas pour vous. Et puisque Juliette répondait à ma question sur la nécessité de l'engagement et où trouver les ressources pour s'engager, c'est pas une évidence de réfléchir à l'engagement de la jeunesse avec un grand J et sans S. Il faut peut-être y réfléchir dans la diversité de la jeunesse, et vous êtes la preuve vivante qu'il n'y a pas une mais des jeunesses. Et c'était un peu la question que je voulais te poser, Laetitia, toi qui connais, qui t'intéresse de très près à cette appréciation de l'engagement sous diverses formes, et parce qu'on a des parcours différents selon d'où on vient. Dans ce contexte un peu généralement sombre, comment est-ce que tu vois cette diversité de l'engagement ou cet engagement de la diversité ? Merci Thomas pour la question, parce que c'est quelque chose que je dis toujours. À la fois, parfois on me pose la question, mais qu'est-ce que la jeunesse pense ? Et je dis, eh bien ma foi, j'ai un biais en fait de représentation, parce que je ne suis plus la jeunesse. Moi j'ai une fille qui a votre âge aujourd'hui, il faut faire attention à ça. Et il faut faire attention aussi dans la globalisation qu'on donne à certains termes, en mettant la jeunesse comme un terme théorique. Avant de répondre directement à ta question, Thomas, je vais vous dire quelques mots en fait, pour vous dire que cet engagement de la jeunesse, il est particulièrement important aujourd'hui, mais finalement il existe depuis longtemps. Quand on parle, je ne sais pas si vous avez étudié un jour le romantisme social au XIXe siècle, il y a un événement, par exemple, autour de Victor Hugo, qui est la bataille d'Hernani. Eh bien, ce sont des jeunes intellectuels, et qui se battent pour un changement social profond et pour faire en sorte qu'on aille vers plus de démocratie et vers plus d'insertion sociale en fait, de l'ensemble de la population. On peut le retrouver, je pense qu'un nom de Stefan Zweig vous dit quelque chose à la plupart. Voilà, c'est un écrivain autrichien, mais qui très tôt, en fait, au-delà en fait, de son travail d'écriture, s'est intégré dans un mouvement de coopération avec d'autres écrivains européens, et avec l'idée qu'ils avaient aussi une responsabilité pour porter en fait, la paix en Europe. Alors il y a des choses qui persistent, hein. Je pense qu'à la fois la jeunesse continue à être impliquée, et que cette dimension aussi d'être impliquée dans des logiques de progrès reste importante. Il y avait une dimension internationale, j'en parlais aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui a vraiment changé, me semble-t-il, dans cette génération. C'est à la fois les modalités. Je pense qu'il y a des modes d'action qui ont complètement changé. On parle des réseaux sociaux, on parle des médias. Et évidemment, c'est une possibilité d'impact démultiplié, parce qu'on peut toucher en très peu de temps, à très peu de frais, finalement, beaucoup de monde. Et c'est extrêmement important. Et ça crée une forme d'accélération des messages qu'on peut envoyer. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres formes de mobilisation. Là où avant, on pouvait avoir le vote, la manifestation, et bien on peut avoir des pétitions en ligne. Et le fait même de retransmettre une vidéo qui a un contenu en fait politique fort devient un acte politique. Donc on démultiplie avec votre génération les modalités d'intervention de la jeunesse. Et là, je réponds à ta question, Thomas, qui était de dire les différentes jeunesses. Ce qui change aussi pour moi fondamentalement dans la génération qui est la vôtre, c'est que quand je parlais tout à l'heure ou de la bataille d'Hernani avec Victor Hugo ou Stefan Zweig, j'espère que les exemples vous parlent, c'était quand même une jeunesse qui était socialement très favorisée. Et ce qui se passe, c'est que cet engagement, il est lié aussi à cette dimension d'avoir ce recul, j'allais dire d'être un citoyen éclairé. Et évidemment, ça, c'est beaucoup plus facile quand il y a un système d'enseignement qui est généralisé. Et donc la démocratisation en fait, d'accès à l'enseignement a aussi permis d'élargir en fait, le socle social et la diversité sociale des jeunes qui peuvent s'engager. Une fois que j'ai dit ça, je pense que vous avez tous conscience qu'à la fois on a fait des progrès, et il reste des sujets en fait, majeurs sur lesquels on doit avancer en matière d'égalité des chances. Et finalement, quand on parle d'égalité des chances, à la fois c'est faire en sorte que chacun trouve une place, une insertion et se sente bien dans la société, mais c'est aussi une manière d'augmenter les capacités d'implication sociale de tous, et notamment des jeunes. L'autre volet, et je pense que tu l'as sous-entendu dans ta question, c'est la dimension internationale. Voilà, aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre, je crois que c'est le bon. Les jeunes, c'est-à-dire les personnes de 10 à 24 ans, représentent 1,8 milliard de la population. Vous n'avez jamais été aussi nombreux jeunes en termes de proportion dans le monde. Et sur ces 1,8 milliard, 90% sont dans les pays en développement. C'est-à-dire que sur toutes les actions qu'on souhaite porter au niveau international, la question qui se pose, c'est
pour être plus légitime, il faut qu'il y ait une diversité sociale dans la jeunesse qui porte aussi les projets. Si c'est seulement une catégorie sociale, ça porte moins. Et il faut aussi qu'il y ait cette dimension vraiment d'ouverture internationale extrêmement forte de mon point de vue. Et après, ce qui change, mais c'est ce pourquoi on est aujourd'hui, c'est les thèmes. C'est que, au thème classique, évidemment, la question du développement durable est devenue un sujet d'engagement majeur. Je dis 2 petits mots, Thomas, parce que je vois que je suis longue quand tu me regardes comme ça. C'est aussi, tout à l'heure je disais qu'il y a les modalités qui changent, que les médias, les réseaux sociaux donnent aussi de nouvelles formes d'intervention. Et moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, peut-être que c'est ma génération qui parle à la vôtre, ma génération, je pense que le vote était emblématique. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en considération et accorder de l'importance aux modalités d'action qui sont nouvelles, mais je dis que les décisions qui sont prises dans les instances dont Thomas parlait, le G20, à l'ONU, elles le sont encore quand on est dans un pays démocratique par des autorités élues. Et les autorités élues, c'est le bulletin de vote. Et quand je vois qu'aux dernières élections présidentielles, les 18-24 ans, ils étaient seulement 52% à voter aux 2 tours, ça veut dire qu'on se prive. En fait, pour moi, l'enjeu est tellement important qu'il faut envahir et utiliser tous les espaces d'action et d'engagement possibles. Et le vote, quoi qu'on en pense, en est encore un. Merci beaucoup, Laetitia, pour cet exposé. C'est important, tu parlais à l'instant de la participation des citoyens, des jeunes citoyens français au vote. On dit souvent qu'on est en train de devenir une gérontocratie parce qu'en fait, ceux qui votent sont en réalité très largement les personnes les plus âgées. Et à l'autre opposé du G20, il y a des pays comme l'Inde, où tu étais, Tara, qui sont des jeunessocraties, puisque plus de 60% de la population tout court est à moins de 30 ans. Et donc, c'est une force politique qui est extrêmement puissante. Donc, toi, tu t'es rendu au G20 des jeunes, qui était présidé par l'Inde cette année. Ça se situait à Varanasi. Alors, pour ceux qui aiment bien voyager, allez regarder quelle était cette destination, parce que ça vaut au moins Tokyo. Et je voulais te demander, Tara, dans ce contexte-là, en quoi a consisté ton engagement à toi, d'où ça vient dans les tripes, et quelles sont les causes que tu as portées dans ce contexte? Bonjour à tous. Du coup, pour resituer rapidement avant de répondre à la question de Thomas, moi je suis étudiante en relations internationales. Je viens de terminer mon master. C'était, à vrai dire, pas une évidence quand j'avais votre âge. Au lycée, je voulais faire médecine. Donc voilà, on pourra en reparler peut-être au moment des questions ou si mon parcours vous intéresse, n'hésitez pas. On pourra en parler. Et pour ce qui est de mon engagement donc, au Y20, au G20 des jeunes, j'ai été recrutée par l'Institut Open Diplomacy. C'est quelque chose, cet engagement qui n'a pas coulé de source non plus. J'ai vu une pub sur Instagram. Et c'est à ce moment-là que j'ai candidaté. Donc, vous voyez, l'engagement peut venir de multiples sources différentes. Et donc, ensuite, j'ai été choisie comme chef de délégation pour la France cette année. Je suis la plus jeune déléguée de ce groupe de 5 jeunes. Et j'ai été choisie donc, pour diriger cette petite équipe. Donc concrètement, l'engagement a consisté tout d'abord en agissant en France. On a mené des consultations auprès des jeunes. On a interrogé des personnes dans des écoles, des collèges, des lycées, des associations. Et on a essayé de prendre la température des préoccupations de la jeunesse en France pour pouvoir ensuite les défendre au niveau international et pour avoir une certaine légitimité et crédibilité. Et donc on a identifié des grandes priorités sur 5 sujets principaux qui avaient été définis par la présidence indienne. Donc moi je travaillais tout particulièrement sur le sujet climat et développement durable, donc qui est quand même assez central vu l'urgence climatique aujourd'hui, mais on avait aussi des personnes dans la délégation qui travaillaient sur la démocratie, la paix et la sécurité, l'économie et l'emploi et la santé mondiale. Et donc, on s'est rendus tous ensemble, suite à tout ce travail de consultation et ensuite de formation auprès d'experts ici en France. Une fois qu'on se sentait assez confiant sur ces sujets-là, on s'est rendus en Inde pour le sommet international, où on a rencontré plein d'autres jeunes de toutes les autres puissances du G20. Et là, on a discuté, donc c'était des négociations internationales pendant quelques jours, où on a parlé de ces sujets, on a essayé de voir les aspects sur lesquels
on s'entendait, si on avait les mêmes idées ou pas, et puis on a essayé de résoudre les conflits qui pouvaient apparaître aussi, parce que vous imaginez bien que sur les sujets climat, par exemple, les Français ne sont pas toujours d'accord avec les Saoudiens ou les Russes qui étaient autour de la table, donc c'était vraiment une expérience très enrichissante. Et on a abouti tous ensemble à un document, un communiqué que vous pouvez retrouver sur Internet, qui liste toutes les recommandations politiques des jeunes du monde pour le monde de demain. Voilà, donc très concrètement, moi par exemple pour les sujets climat, j'ai porté des idées d'économie circulaire, de réduction des gaz à effet de serre. On a essayé de pousser pour que les gouvernements acceptent le traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Donc voilà, tout autant de sujets qui peuvent être clivants sur la scène internationale, mais qu'en tout cas, on a essayé de pousser collectivement avec tous ces jeunes de 20 puissances différentes, donc du monde entier. Merci beaucoup, Tara. Ma voix s'épuise au fur et à mesure que vos réponses donnent envie de s'engager. Je vous propose qu'on prenne déjà 2 questions, et puis après, on passera au round 2 de ce grand match. Je ne sais pas si ça a suscité des vocations, des questions, même des plus simples pour... comme disait Tara, aussi quelques conseils d'orientation, parce que ça n'a rien d'une évidence de s'engager. Alors je vois des frimouses qui se cachent derrière leurs notes pour ne pas qu'on leur impose des questions. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions? Ça mature un peu? Est-ce qu'il y a des mots qu'on a prononcés que vous ne connaissez pas, parce qu'on parle de notions qui ne sont pas forcément toujours évidentes? C'est l'occasion de faire un peu de pédagogie aussi. Est-ce qu'on a parlé de sujets qui vous échappent? C'est l'occasion de clarifier. Alors, merci beaucoup, monsieur. Si vous avez la gentillesse de vous lever et de vous présenter pour qu'on puisse vous répondre. Merci, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Mathias et j'aurais une question par rapport aux jeunes qui n'avaient pas beaucoup voté durant les élections présidentielles. Certes, les jeunes étaient peu, mais qui vous dit que les hommes politiques qui étaient justement dans cette campagne ne représentaient pas les idées que les jeunes ont au sujet du climat ou de toute autre chose? C'est une question très particulière. Je pense que Laetitia, tu vas forcément être appelée à y répondre. Est-ce qu'il y a une deuxième question qui émerge tout de suite? Maintenant que Mathias a brisé la glace, merci Mathias, c'est le plus dur qui a été fait. Laetitia, je te laisse peut-être commencer à répondre. Merci Mathias pour la question. En fait, votre question, elle renvoie aussi pour moi, en fait, pardon, elle renvoie, pour moi, vous m'entendez là? Tout le monde m'entend? Oui. Oui, c'est bon? Voilà, pardon. Votre question, Mathias, elle renvoie à quels sont les lieux pertinents d'engagement. C'est comme ça que je l'entends aussi. Hein. Quand je parlais de l'élection présidentielle, je n'ai parlé que de l'élection présidentielle parce que c'est celle qui mobilise en fait le plus de Français. Je parlais de la France encore aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que parallèlement en fait à cette baisse de la participation des jeunes aux élections, il y a aussi des jeunes, beaucoup, qui ne sont pas contents, qui expriment une forme de colère et parfois de radicalité, parce qu'ils ont le sentiment que justement les autorités élues, quelles qu'elles soient, au niveau local, au niveau national, ne prennent pas forcément la mesure en fait des enjeux et dans leur action ne sont pas suffisamment volontaristes pour être à la hauteur en fait des évolutions qu'on doit mettre en place, qui sont importantes. On n'a pas parlé de tous les risques. Et je ne sais pas si c'est l'enjeu de revenir là-dessus, mais je pense que votre génération, je pense qu'elle a cette prise de conscience-là, et parfois il y a un sentiment de décalage. Donc moi, ce que je dis, c'est tout simple. Je dis, déjà, si on n'est pas content, il faut savoir dans quel lieu on l'exprime, et il y a différents lieux. On peut faire des tribunes, on peut faire des pétitions en ligne. Le vote, ça reste un lieu majeur en fait d'expression des orientations qu'on souhaite voir privilégiées, parce que le vote, in fine, je vous le redis, c'est faire en sorte qu'on ait des représentants, et ces représentants, ils prennent des décisions au niveau national qui sont importantes pour le développement durable, mais c'est aussi eux qu'on retrouve dans les grandes instances internationales pour voter ou non, porter ou non du volontarisme pour que les choses changent. Et donc là, vraiment, comme il faut agir au national et à l'international, qui nous représente, à mon avis, absolument essentiel. Peut-être Oula, mon micro a été augmenté.
Une question que j'aimerais vous poser à vous, parce que grâce à la question de Mathias, on a une intuition à suivre. Admettons que le vote blanc compte. Il est compté, mais il ne compte pas au sens politique du terme. Admettons que le vote blanc compte. Combien d'entre vous, y compris en ayant le vote blanc à leur disposition, si on lève la main pour ceux qui peuvent répondre à cette question, combien d'entre vous sauraient pour qui ils aimeraient voter s'ils étaient appelés à voter demain, quelle que soit l'élection? Est-ce que vous sauriez pour qui vous auriez envie de voter, y compris en intégrant le vote blanc, évidemment? Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que assez peu d'entre vous, je vois, disons, allez, si je suis optimiste, 10% maximum, sauraient pour qui ils voudraient voter. Et est-ce que pour vous, question que Laetitia me soufflait à l'oreille, mais avec beaucoup d'astuces à l'instant, est-ce que pour vous le vote compte? Si oui, levez la main. Et c'est pas une honte de dire non, hein, c'est juste pour aussi comprendre un peu. Voilà, donc ça veut dire qu'on a à peu près 5 fois plus de personnes, grossièrement, qui pensent que le vote compte que de personnes qui savent pour qui voter. Donc ça veut dire qu'on a 80% des gens pour qui le vote compte qui ne savent pas comment l'utiliser, là, vite fait, quoi, quand on pose la question. Ça donne une idée de la complexité de l'engagement dont on parle. Et merci pour ce test grandeur nature et en direct, parce que ça n'indique rien, on n'est pas un échantillon représentatif des comportements sociaux et électoraux, mais ça donne quand même une bonne idée de la complexité du sujet qu'on traite. Je vous propose qu'on fasse le deuxième tour de table, et Laetitia, la question d'après, elle te revenait. Souvent, une des complexités qu'on voit et qu'on a perçu à travers le petit paradoxe là, que je viens de souligner, c'est que c'est difficile de réconcilier, si j'ose dire, la grandeur des défis dont on parle, la paix, la prospérité, la protection de la planète, et ce qu'on peut faire à titre individuel. Sachant que le vote, c'est un acte individuel, mais qui a une portée générale, puisqu'il s'agit de décider qui sont nos représentants. Mais c'est quand même difficile de faire le lien entre ses propres convictions, ses propres questions, ses propres interrogations et les questionnements collectifs. Et faire ce lien-là, c'est quelque chose qui n'a rien d'évident et que tu as appris à faire aux étudiants que tu avais dans ton école, mais plus généralement, c'est quelque chose que tu inspires autour de toi. Alors, pour toi, comment est-ce qu'on fait le lien entre l'action collective et les défis généraux? L'action individuelle, pardon, et les défis... Et les défis. Comment dire on a ça? le même problème pour les micros. Je suis désolé, je vois que la régie me fait des petits signes. Pardon, là ça y est. Ouais, ma voix, j'ai une voix qui porte pas beaucoup, voilà. Je vais reprendre ce que disait Juliette tout à l'heure. Pour moi, ce qui fait fondamentalement le lien entre l'individuel et le collectif, c'est déjà savoir mesurer en fait et comprendre les enjeux. Donc cette dimension de pédagogie, elle est essentielle. Je vais encore vous reparler de ma génération. Dans ma génération, je pense que la place qu'on accordait en fait à l'école aux questions de développement durable était bien moins importante que la vôtre. Et même si on constate en fait aujourd'hui dans les études que la compréhension générale, alors je parle des Français, je parle de ce que je connais le mieux, mais évidemment la question se pose à l'échelle internationale, elle est évidemment plus forte. Mais pour moi, entre une amélioration et vraiment une appropriation à la fois des enjeux et à la fois de ce qu'on peut faire individuellement et collectivement, pour moi, c'est la base de tout. Donc les sujets d'éducation et de formation initiale, et vous êtes dans la formation initiale, vous continuerez pour beaucoup dans des études universitaires, et maintenant cette place-là grandit, elle est essentielle. Et pour moi, il faut aussi que ce travail soit complètement intégré pour les adultes. Et pour les adultes, je vous le dis parce que moi, c'est le constat que je fais, il y a un lieu qui est très puissant pour aussi s'approprier des enjeux. C'est à la fois la vie publique, mais c'est aussi le monde du travail. Et dans le monde du travail, il y a quelque chose qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire voilà, comment est-ce que l'entreprise, dans sa manière en fait de produire, en fait, de mener à bien son activité, dans la manière dont elle construit aussi les relations avec les collaborateurs, y compris dans la manière dont elle fait fonctionner ses bâtiments, se donne en fait une ambition sociétale.
Donc voilà, la plupart des entreprises le font, avec un degré d'implication qui change. Et pour moi, il ne faut pas seulement que les entreprises elles aient un plan, il faut que quand on parle de RSE, donc je vais redire responsabilité sociale et environnementale dans une entreprise, ça soit l'occasion d'un débat et vraiment d'un vrai échange avec les salariés pour qu'il y ait un lieu où il y a cette appropriation. Et j'allais vous dire, si ça ne tenait qu'à moi, on a des formations professionnelles qui sont obligatoires dans certaines entreprises, notamment en question des entreprises où il y a des enjeux importants en matière d'hygiène et de sécurité. J'allais vous dire, pour moi, le développement durable, c'est devenu le sujet majeur de sécurité et de capacité à se projeter. Alors, après tout, pourquoi pas en faire une formation obligatoire ? Le premier point, donc, c'est éducation, mais éducation de tous. Parce que dans l'éducation de tous, il y a comprendre et pouvoir mobiliser collectivement. Pour moi, les enjeux sont trop importants pour ne pas se dire que c'est chaque partie de la population, individuellement et collectivement, dans ce qu'il représente en tant que catégorie, qui doit y aller. Je pense que tout à l'heure, on a indiqué aussi un peu que derrière cette question de développement durable, et quand on pose la question en fait, de l'engagement des jeunes, on parle de génération. Et on peut parfois avoir le sentiment aussi qu'il y a comment dire ça, quelque chose, il y a une responsabilité qui est renversée. Je m'explique, c'est-à-dire que ce développement durable, c'est en lien aussi avec un sujet de transmission, c'est-à-dire que dans un sujet de transmission, c'est normalement la génération des adultes, la mienne, qui devrait avoir une responsabilité plus grande, voire la principale responsabilité sur le monde qu'on vous laisse. Et quand par ailleurs on voit qu'aujourd'hui c'est plutôt en termes de prise de conscience, parce que pour agir bien, il faut déjà avoir la prise de conscience, et qu'on voit que la prise de conscience est plus forte chez les jeunes que chez les adultes, ça peut donner ce sentiment de décalage. Or moi, je pense qu'il faut noter à la fois ce décalage, mais il faut se dire que le sujet, c'est pas d'opposer les générations, mais vraiment de faire en sorte qu'on puisse embarquer toutes les générations pour agir. Et Juliette, je vais te rejoindre aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment, tout ce qu'on se dit et la situation est réellement sérieuse et elle peut paraître anxiogène, et elle l'est, et j'ai pas de jugement sur le fait que certains se sentent angoissés. La vraie question, c'est celle de la façon dont on transforme son angoisse. Tu disais tout à l'heure, on n'a pas de planète B, donc les questions que tu as mentionnées de résilience, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, les communautés humaines ont montré qu'elles étaient capables de relever des défis qu'on pensait en fait impossibles à relever. Moi, j'ai l'exemple de la construction européenne. On arrive sur les ruines qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale à construire une Union européenne, certes pas parfaite, mais en réconciliant des peuples que l'on pensait irréconciliables, en posant un cadre solide de coopération et j'allais vous dire aussi de culture et de fraternité européenne. Certains, et je pense beaucoup, disaient c'est pas possible de le faire juste en sortant de la guerre et quelques années après. Voilà, on a une guerre en Europe, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Oui, mais l'Union européenne a tenu et a permis des choses qu'on pensait vraiment complètement hors de portée. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là. Et puis pour moi, dans la question, c'est que, j'allais vous dire, le thème même de la conférence et une partie de la réponse, c'est aussi dans l'engagement en fait, qu'on sera capable de produire, parce que finalement la résilience, ou bien on se dit qu'elle vient toute seule, mais la résilience, c'est aussi se sentir acteur, et que quand on a cette prise de conscience, où je pense que votre génération l'a plus, c'est voir aussi comment de manière pratique en fait, on apporte des réponses. Et Tara, dans ce que tu disais tout à l'heure, dans l'action en fait, que vous menez au sein d'Open Diplomacy et au sein d'Y7, on montre bien que sur des sujets qui sont compliqués, la jeunesse peut proposer des solutions pragmatiques et qui font avancer les choses. Merci beaucoup Laetitia. En effet, on n'a pas dépensé notre budget carbone pour aller ni à Varanasi ni à Tokyo pour du beurre. C'était vraiment pour faire en sorte que des propositions concrètes soient mises sur la table de la part des jeunes à l'attention des plus puissants chefs d'État et de gouvernement de la planète. Je t'en prie, vas-y. Ouais, je rajoute juste un mot, parce que la question précise était comment est-ce qu'on réconcilie les actions individuelles et collectives. Et en fait, mon message, et je préfère le clarifier, c'est de dire, en fait, le sujet touche toutes les dimensions en fait, de notre vie. C'est-à-dire ça touche nos valeurs, ça touche nos modes de vie au quotidien, ça touche nos relations entre générations, et ça touche les réponses que l'on donne, à la fois d'un point de vue politique et économique. Donc c'est fondamentalement un sujet où il n'y a pas à opposer l'individuel et le collectif, c'est à tous les niveaux en fait, qu'on doit être capable de porter des réponses. Donc c'est par l'apprentissage et en ayant une vision d'embarquer le maximum de monde. Voilà. Pardonne-moi Thomas. Je t'en prie.
donc je disais, dans ces missions, il y a eu, Tara l'a dit tout à l'heure, l'aboutissement, c'est cette transmission de nos recommandations aux chefs d'État et de gouvernement. Et pour ce qui te concerne, Juliette, dont je disais tout à l'heure que vous aviez fini vos travaux en présentant vos idées au Premier ministre japonais, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que personne ne le connaît. Il s'appelle Fumio Kishida. Vous avez pu lui transmettre ça. C'est vrai que quand on est dans cet espace du G7 des jeunes, on peut avoir le sentiment de contribuer activement. Et je pense que le témoignage de Tara en format G20 l'a montré. Mais en même temps, on prend aussi conscience de l'immense complexité de ces sujets, parce que même quand on a des bonnes idées et des solutions concrètes à proposer, on se rend compte qu'elles vont devoir se confronter au réel. Et dans la pratique, dans le réel, Laetitia disait à l'instant, il faut réconcilier toutes les dimensions du sujet. J'allais dire, on est en interdépendance. C'est-à-dire que ce qui se passe mal dans la façon dont la vieillesse japonaise, qui est un pays extrêmement âgé, évolue, ça a des liens avec la façon dont l'économie japonaise fonctionne, et donc ça a un impact sur la façon dont l'économie européenne fonctionne, et donc ça a un impact sur l'emploi de notre pays. Bref, il y a des liens d'interdépendance qui existent dans beaucoup de domaines. Ce sentiment cette compréhension de l'interdépendance, et c'est quelque chose qui donne un sentiment d'impuissance. Alors, le sentiment d'interdépendance, je ne pense pas qu'il donne vraiment le sentiment d'impuissance, dans le sens où c'est le monde qu'on a créé aussi, et qu'effectivement, quand on se voit en face de problématiques qui ne nous concernent pas forcément, comme tu le disais avec l'économie vieillissante japonaise, qui va avoir un impact sur les économies européennes, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir des solutions plus compréhensives sur toutes les questions, puisque aussi on se voit en Europe avec une population vieillissante, donc aborder le sujet avec les Japonais peut aussi trouver des solutions au niveau européen. Après, sur le sentiment, je pense qu'il ne faut jamais se sentir impuissant face à une problématique. Pas non plus les problèmes d'eau. Désolée Laetitia, on va nous aider, je pense, à résoudre cette petite difficulté. Vas-y, je t'en prie, Juliette, continue. Je disais, il ne faut pas se sentir impuissant face à une problématique, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'outils et de plateformes qu'aujourd'hui pour trouver des solutions, pour justement accéder aux données de l'interdépendance des supply chains. Peut-être le vrai problème n'est pas la puissance, mais la frustration de ne pas être écouté sur nos recommandations. Mais on ne peut pas se mentir, on peut accéder à toutes les informations aujourd'hui et générer des solutions. Pour revenir, je pense que la question de l'éducation est très importante. Aujourd'hui, il y a l'éducation à l'école, mais les programmes sont boulonnés. Il y a aussi Internet. On peut accéder à toutes les informations aujourd'hui. On ne peut plus prétendre de ne pas être au courant d'un problème. On peut tout trouver aujourd'hui. Et on voit aussi par rapport, comme je disais, il y a toutes les plateformes. On peut aujourd'hui accéder à la formation et la partager et travailler collectivement sur des solutions qui répondent aux défis, aux challenges actuels. Il faut se rester mobilisé. Il ne faut juste pas rester dans son éco-anxiété ou dans une situation anxiogène et on a un pouvoir à exercer. On peut aussi aujourd'hui faire pression sur les décideurs. On le voit, nous, dans notre délégation japonaise, on a Amine qui est plutôt un grand activiste et qui bouge, qui est souvent à la Commission européenne, et on le voit, il arrive à faire bouger sur quelques points. Et effectivement, voilà, il ne faut juste pas rester dans son sentiment d'impuissance, il faut rester engagé, il faut parler avec d'autres pays, la diversité fait notre force. Et donc, il ne faut pas juste rester dans une situation où on ne bouge pas et on se stresse tout seul de son côté sans prendre d'action et sans trouver les solutions. Merci beaucoup, Juliette. Je le résumerai sur le fond comme sur la forme, de savoir résister à la pression même d'une petite bouteille d'eau qui en avait trop et qui nous a lâchés en plein panel. Et on va rester aussi déterminés que tu nous as invités à y être pour conduire la réflexion malgré la pression physique, atmosphérique et psychologique qui pèse sur notre débat. Tara, je me tourne vers toi à l'instant.
Juliette parlait de sentiments, de risques de frustration, et c'est vrai que l'engagement au sens large, singulièrement l'engagement politique, il peut avoir une dimension très frustrante. Donc c'est important de regarder dans l'expérience qui a été la vôtre à toutes les deux au G20 ou au G7, de voir comment est-ce que quel impact vous avez pu avoir. Et donc, pour mémoire, le sommet du Y20 s'est tenu donc en Inde mi-août, et il a donc précédé le sommet du G20, où les chefs d'État et de gouvernement se sont rassemblés, qui avait lieu les 9 et 10 septembre, donc 3 semaines plus tard. Et je voulais te demander, eh bien, est-ce que tu as le sentiment que votre travail a eu un impact? Et si oui, quel impact a-t-il eu selon toi? Sinon, comment tu l'expliquerais? Merci Thomas, parce que c'est une question vraiment très intéressante quand on s'engage, de toute manière, que ce soit au niveau local ou au niveau international comme nous. Je pense qu'il y a la question de l'impact qui est au centre de l'engagement, et on va toujours se questionner sur la force, le pouvoir qu'on va réussir à avoir par nos actions. Donc moi, je me suis beaucoup questionnée sur mon empreinte carbone. Effectivement, Thomas l'évoquait tout à l'heure, on est parti en Inde. On a fait 8 heures de vol pour y aller. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce qu'on a été entendu ou pas? Et je pense que oui, dans une certaine mesure. Donc, comme le rappelait Thomas, le Y20 a eu lieu un petit peu avant le G20. Donc notre communiqué, notre texte final a été transmis au gouvernement pluriel, donc gouvernement français et tous les autres gouvernements présents au G20. Et concrètement, pour mesurer l'impact que ça a eu, on a regardé le document qu'on a écrit et le document qui a été rédigé suite au sommet des leaders, et on a essayé de voir les similitudes. Et en fait, on retrouve quand même quelques éléments. Donc, par exemple, l'Union africaine a rejoint le G20 cette année. Nous, on avait poussé en format Y20 pour l'inclusion de l'Union africaine aussi. Au niveau climat, on a poussé pour la réduction des combustibles fossiles. Il y a des engagements qui ont été pris au niveau international au G20. Il y a aussi eu des engagements pour la protection des forêts, la protection des océans. Donc ça, c'est tout un tas de choses pour lesquelles on avait essayé de pousser aussi en format jeune. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt positif. Mais dans les faits, en réalité, on se doute bien que tout n'a peut-être pas été lu, tout n'a peut-être pas été suivi. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. C'est quelque chose de très très ambitieux qu'on a essayé de pousser en tant que jeunes et qui n'a pas été repris par les gouvernements. On peut comprendre pourquoi, vu qu'il y a des intérêts économiques et autres qui font que dans l'état actuel des choses, ce n'est pas entendable ou acceptable pour les gouvernements. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous, on l'a écrit. En tant que jeunes, on a dit que nous, on voulait une réduction des combustibles fossiles, on voulait des vrais objectifs, des vrais engagements de la part de nos gouvernements. Et je pense que c'est ça qui est important aussi quand on se questionne sur l'impact. C'est pas forcément, ça va pas entraîner un changement immédiat, parce que ce qu'on propose est très ambitieux, très novateur, mais ça me paraît vraiment important de l'exprimer. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur comme ça, quand on se rend compte que c'est une problématique qui tient collectivement à cœur à plusieurs jeunes, que ce soit des gens de notre classe, si on partage tous une idée, il faut l'exprimer. Et là, pareil, si on partage des idées avec plein de jeunes du monde entier, c'est peut-être qu'il y a quand même une raison pour laquelle on la partage, cette idée. Et même si on sait que nos gouvernements ne vont pas suivre dès aujourd'hui cette idée-là, il faut l'exprimer, parce que dans quelques années, qui sait, peut-être que ce seront nous qui serons aux commandes, au pouvoir, et on aura plus d'impact à ce moment-là. Mais au moins, on aura déjà posé les bases, les fondations de ce changement-là. Merci Tara. On va prendre de nouvelles questions, mais avant que j'ouvre le bal des questions, je voudrais souligner quelque chose d'extrêmement important dans ce que tu as dit. Pas pour te répéter, parce que c'est pas mon métier de parler à ta place, mais pour vous donner à comprendre l'importance de ce que Tara vient de dire. Quand on dit souvent la diplomatie, c'est le langage. C'était la grande formule de Jacques Chirac quand il avait demander à Dominique de Villepin de préparer son discours aux Nations Unies pour dire non à la guerre en Irak. Il avait tout dit dans cette phrase. Et quand les jeunes, même si ça n'est que des mots, disent à un instant T, on ne veut plus de nouveaux projets d'exploitation du gaz ou du pétrole, puisque c'est ça le fameux traité de non-prolifération des combustibles fossiles, ça laisse une trace,
et ça n'a pas forcément pris tout de suite, mais ces mots ont déjà un impact parce qu'ils existent. Dire ça aujourd'hui, avec des personnes autour de la table qui représentent l'Arabie Saoudite et la Russie, ça a une signification en soi. Tout à l'heure, Laetitia a parlé de grands auteurs comme Zweig ou Hugo. Là, je voudrais me référer à Hannah Arendt qui dit les mots justes prononcés à temps sont de l'action. Et là, peut-être que vous n'avez pas produit d'impact immédiat, mais vous avez déjà agi par vos mots. Et probablement un jour, quand vous commencerez à vous engager, pour ceux qui ne sont pas déjà engagés, vous vous rendrez compte à quel point de savoir dire les mots justes sur certains problèmes, même si c'est des problèmes tout petits, dans un tout petit groupe à l'échelle d'une classe, mettre les mots justes au bon moment sur un problème, c'est déjà de l'action. Donc à l'échelle mondiale, c'est vrai aussi à l'échelle d'une classe. Il faut lire La crise de la culture pour comprendre cette formule magique d'Hannah Arendt. Mais vous êtes peut-être déjà en train de la lire dans vos cours de philosophie pour ceux qui sont en classe de philosophie. Et je m'arrête là pour le cours de philo pour que vous puissiez reprendre le micro. Qui a des questions ? Franchement, merci à Mathias qui a brisé la glace tout à l'heure, mais je compte sur d'autres personnes que Mathias pour prendre la relève, parce qu'on a besoin de savoir ce que vous avez retenu, entendu ou souhaitez réagir à ce qu'on vient de se dire. Je suis sûr qu'une main va se lever, mais qu'elle avait du temps à se lever. Et oui, Laetitia me dit à l'instant que même les enseignants qui accompagnent les groupes scolaires sont évidemment appelés à poser des questions. Merci, monsieur. Et je remarque qu'il n'y a que les mecs qui posent des questions. Là, ça ne va pas, mesdames. On a fait un panel qui est très sérieusement paritaire. Il faudrait que le public s'engage aussi de façon paritaire. Cher ami. Je m'appelle Arthur, je suis en terminale et je remarque en fait de plus en plus de choses au niveau de tout ce qui est l'écologie, etc. Donc on a un jour du dépassement qui est de plus en plus tôt, des usines à charbon qui sont redémarrées donc, tous les hivers, notamment en Allemagne, on l'a vu l'année dernière, des grandes villes qui dépassent les seuils de pollution maximum, et malgré les véhicules électriques et les transports en commun, il y a toujours autant de voitures thermiques. Alors est-ce que finalement les gouvernements nous écoutent sur ce qu'est la question de l'écologie, etc. Et est-ce qu'ils vous écoutent, vous les représentants de la jeunesse, au niveau de toutes ces questions et etc. Merci Arthur. Alors, je réaffirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je tiens vraiment à ce que dans la salle, toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Donc, mesdames, je compte sur vous aussi. Tara, je pense que la question te concerne en premier chef, parce que c'est toi qui t'occupais des questions climat au niveau du G20. Donc, peut-être partage ton sentiment, notamment parce que tu as eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Transition écologique pour parler de tes travaux. Et moi, j'en dirai un petit mot aussi, parce que je me sens concernée également. Oui, je me sens complètement concernée par cette question. Merci, parce que en fait, c'est la frustration qu'on peut ressentir quand on agit pour le climat émane surtout de ça. On a conscience de l'urgence et on se dit mais pourquoi les gouvernements ne se bougent pas ? En fait, nous, on porte cette voix et on n'a pas les leviers d'action qu'ils ont. Et donc, oui, pour donner un peu mon témoignage, moi j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de la Transition écologique cette année grâce à mon engagement au Y20. Et je pense que ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les ministres, les gouvernements, n'ont en fait pas l'habitude de nous parler. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là quand je lui ai posé, en l'occurrence c'était pour lui parler de la pollution plastique. Quand je lui ai posé mes questions, j'ai senti un réel intérêt, mais surtout une espèce de surprise parce que parfois les gouvernants n'ont pas conscience que les jeunes sont hyper informés, qu'on connaît ces sujets-là. Tu parlais du jour du dépassement. Tu vois, je pense qu'il y a des personnes qui ont 40, 50 ans aujourd'hui qui se disent mais ok, un lycéen connaît le jour du dépassement, il connaît ces sujets-là et il a des idées concrètes à apporter. Mais c'est quelque chose qui n'est pas une évidence, je pense, pour les gouvernants, parce qu'eux, ils ont fait des grandes études, ils ont dû se familiariser avec ces idées-là, et ils ne se disent pas que les jeunes peuvent avoir des idées et des solutions concrètes à apporter là-dessus. Donc je pense que ça a paru déjà un peu comme une surprise, donc il faut le temps que ça monte et qu'ils se disent ça pourrait être intelligent de créer des plateformes ou de créer des groupes où on a plus de jeunes qui viennent et où on a réellement un échange, parce que pour l'instant ça n'existe pas. Et heureusement qu'il y a des initiatives comme le Y20 ou le Y7 qui nous permettent
de nous exprimer, parce que je pense que ça manque énormément, ça ne devrait pas être rare en fait. Donc je crois que pour l'instant, la raison de l'inaction ou du sentiment d'inaction, ou le sentiment de ne pas être entendu, c'est tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas d'espace vraiment qui ait du poids et où on peut s'exprimer et avoir la même crédibilité que les gens qui ont fait 10 ans d'études sur le sujet et qui ont bossé pendant 20 ans dans un ministère. Donc je pense qu'il y a de ça. Et aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, au contraire, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à parler, qu'on continue à crier haut et fort nos convictions, parce que c'est comme ça que ça va faire avancer les choses en fait. C'est un peu ce que disait Thomas sur le poids des mots tout à l'heure. Un mot, il a du poids s'il est martelé, s'il est répété par plein de gens différents, s'il est dit par les jeunes, par les plus vieux, par des activistes, par des hommes politiques. Et pour parvenir à ce moment-là où un mot rentre dans les discours de tous, il faut que ce soit martelé par tout le monde à toutes les occasions qu'on a. Donc merci d'avoir posé la question. Là, par exemple, ça met le sujet sur la table. C'est important. Ça veut dire qu'il y a des gens peut-être qui n'étaient pas au courant du jour du dépassement ou qui n'avaient pas une grande connaissance de ce sujet-là. Du coup, ça leur donnera peut-être envie de faire des recherches dessus, là, autour de la table et dans la salle. Et voilà, il faut continuer à s'exprimer comme ça. Et on peut espérer, du coup, que ce soit des sujets autour de la table à des événements comme aujourd'hui, qui soient repris, parce qu'il y a des médias qui sont présents là sur le forum, donc qui soient repris par les médias et qui rentrent ensuite dans le discours politique. Et petit à petit, on peut arriver à un changement. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, malheureusement, vu l'urgence. Merci Tara. Arthur, je voudrais aussi répondre à votre question. Je sors un peu de mon rôle de modérateur, mais je ne suis pas modérateur pour rien. C'est parce que j'ai cette conviction que la question que vous posez est absolument indispensable. C'est le sens de mon métier, que de faire en sorte que la parole des citoyens, et particulièrement des jeunes, soit écoutée. L'organisation que je dirige et que j'ai fondée, sa vocation, c'est de permettre ça. Ça ne veut pas dire que la démocratie fonctionne mal, mais ça veut dire que la démocratie a besoin de corps intermédiaires, et en l'occurrence, l'organisation que je dirige s'appelle un think tank, donc un laboratoire d'idées. C'est aussi vrai pour des syndicats, c'est aussi vrai pour des ONG, a besoin d'associations à tous les échelons, a besoin d'organisations pour structurer une vision et la faire pénétrer dans le débat public et dans l'esprit des dirigeants, quelle que soit la couleur politique des dirigeants. Mais c'est vraiment quelle que soit la couleur politique des dirigeants. Alors, je voudrais commencer par... J'ai 4 choses à vous dire sur ce sujet. Premièrement, si dans vos têtes s'est installée l'idée que les activistes et les hommes politiques sont différents, brisez immédiatement cette conviction qui oppose 2 catégories parce qu'elle est absurde. Un activiste est un homme politique ou une femme politique, et un homme politique ou une femme politique qui n'a pas eu de conviction pour s'engager n'est pas digne d'être élu. Et il y a un continuum absolu entre les 2 catégories, et c'est vraiment très important de ne pas opposer des groupes de personnes qu'on aurait identifiés ici comme activistes. Je pense par exemple à Camille Etienne, qui est très connu sur les sujets dont vous parliez tout à l'heure, Arthur, et des dirigeants politiques. Ok, quand on est ministre, on a un pouvoir et une responsabilité différente de quand on est un activiste qui s'exprime d'abord et avant tout dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais c'est le même métier. C'est de développer une vision collective et des solutions qui peuvent changer la donne. Les leviers d'action sont différents, mais c'est le même métier. Et si on n'associe pas, on ne réconcilie pas ces 2 vocations et qu'on les oppose, alors on brise toute vocation même de l'engagement. Deuxième commentaire que je voulais vous faire, c'est que vous posiez la question, est-ce qu'on se sent entendu ? La réponse n'est ni 100% oui, ni 100% non, et ça dépend des moments, comme dirait l'autre. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'air du temps, ça dépend de s'il y a d'autres crises qui viennent parasiter ce pourquoi on s'exprime, ça arrive. Et il ne faut jamais, quand on s'engage, quelle que soit la forme de l'engagement, comme je disais tout à l'heure, oublier une chose, c'est que... alors là, je vais citer un contre-révolutionnaire, mais pour parler de comment on fait la révolution, en l'occurrence Guizot, qui combattait les communards de Paris dans la période de 1870, c'est les grands hommes, il parlait d'hommes avec un H, et j'espère que vous m'avez compris à ce sujet,
sont ceux qui font accoucher leur temps de ce dont il est gros. C'est-à-dire, on est à la rencontre d'une époque. Il y a un moment donné où l'action, elle marche parce qu'elle se produit au bon moment. Par exemple, peut-être que c'est l'idée que Tara a apportée sur le traité de non-prolifération des énergies fossiles. Elle est importante déjà énoncée maintenant, mais peut-être qu'elle n'a pas pris maintenant parce que le moment n'est pas encore venu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher. Ça veut juste dire qu'il faut être attentif au moment dans lequel votre idée va pouvoir passer, le mur du son. Et je dois vous dire que moi j'ai appris ça de façon très empirique. J'ai l'impression d'être très savant en vous donnant des leçons magistrales d'engagement politique. Mais quand j'avais 22 ans et que je suis allé voir le président de la République pour lui dire Monsieur le Président, il faut quand même qu'on crée un G20 et un G8 des jeunes parce que là ça va pas. Vous allez prendre des décisions sur des sujets qui vont déterminer l'évolution de ma génération. À 22 ans, quand vous arrivez à l'Élysée pour dire ça, que vous venez de nulle part, vous n'avez pas un sentiment de certitude de vous-même, de confiance en vous qui est très développé. Et c'est cet effet de surprise, ce sens de l'initiative, eh ben, parfois ça marche. Parce que ça tombe au bon moment. Et il faut donc rester vigilant au bon moment. En grec, on appelle ça le kairos, le moment qu'il faut attraper pour vous assurer de l'impact. Et tout à l'heure, Tara disait il faut répéter, parfois crier, hurler ses convictions. Oui, ça, il faut indéniablement les répéter. Les crier, il y a des endroits dans lesquels c'est utile. Moi, c'est pas parce que j'ai la voix cassée que je vous dis ça, je préfère le murmure. Pas parce que je suis un homme discret, c'est pas du tout dans ma façon de faire, mais parce qu'il y a parfois des idées qu'on arrive à installer, à faire vivre et qui prennent une réalité politique parce qu'on a choisi le murmure plutôt que le cri. Et on est un activiste pour autant. Simplement, on n'existe pas sur Instagram. Et ça, c'est très important de faire la différence. Et ça fait une différence fondamentale, et je termine mon 4e point en vous donnant un exemple. Cette année, avec les jeunes délégués, mais avec plus largement les équipes de l'Institut Open Diplomacy, on a travaillé sur le financement de la transition écologique des pays du Sud. Les États d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est, qui sont beaucoup plus vulnérables, non seulement face au dérèglement climatique, mais qui ont aussi beaucoup plus de mal à financer leur transition écologique. Parce que pour une bonne partie d'entre eux, pour des raisons historiques et beaucoup liées à l'inflation qui est venue de la guerre en Ukraine, eh ben, ce sont devenus des États surendettés. Quand vous êtes un État surendetté, vous ne pouvez pas emprunter et vous ne pouvez pas investir pour financer votre transition. Et on a travaillé une idée, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'idée parce que alors là on en a pour des plombes, sur un truc qui s'appelle le SDG Stimulus. Alors oubliez le nom technique, mais retenez l'idée qu'il s'agit d'un plan de financement des objectifs de développement durable des Nations Unies qui devait être porté par le G20. Vous n'aurez jamais entendu un cri d'alerte à la matinale de France Inter ou un coup de gueule sur Instagram ou sur YouTube pour parler de ce sujet. Par contre, on l'a obtenu. Et il s'agit de 500 milliards de dollars par an portés par les États du G20 qui ont été adoptés à Delhi cette année, qui ont été présentés par le secrétaire général des Nations Unies la semaine dernière à New York où j'étais, et qui, alors c'est pas notre victoire, hein, je ne nous attribue pas cette victoire-là, on a contribué à un petit ruisseau, à un fleuve beaucoup plus grand, mais on n'a pas choisi un mode d'action particulièrement visible, parce que parfois l'action suppose de se glisser dans certains interstices, pour pouvoir faire passer quelques idées. Et donc pour votre question, savoir est-ce qu'on est entendu, quatre éléments de réponse. Quel que soit votre mode d'action, vous serez... je dis tout le temps, chaque citoyen est un homme politique, chaque homme politique est un citoyen. La différence entre citoyen et homme politique avec un grand H à homme n'a aucune signification, selon moi, même si on est en démocratie représentative. 2, jouer systématiquement avec l'esprit du temps, avec aussi parfois l'effet de surprise. 3, sachez autant murmurer que crier. Parfois, il faut pousser des coups de gueule, mais parfois, parler très discrètement avec les bonnes personnes compte beaucoup. Et 4, n'hésitez pas à porter des combats aussi ambitieux qu'un plan de financement à 500 milliards de dollars par an par le G20, même si ça paraît peine perdue, parce qu'on peut l'obtenir. Voilà pour répondre à la question d'Arthur. J'ai abusé de votre capacité à poser une deuxième question, et je vous propose qu'on passe à la 3e table partie de cette session.
Et je voulais me retourner vers toi, Juliette, puisque dans ton expérience de jeune délégué, ça fait le lien d'ailleurs avec la question d'Arthur. On sent des jeunes qui ont envie, tu as rencontré des jeunes qui ont envie de s'engager, et parmi ceux-là, des jeunes qui se considèrent comme radicaux, qui ont le sentiment d'avoir le besoin d'être radicaux dans le mode d'action pour pouvoir avoir de l'impact. Et je voulais avoir ton avis sur ta vision de ce sujet-là. À toi, à titre très personnel, est-ce que pour toi la radicalité est une nécessité ? Alors, je suis un peu divisée. Je pense qu'il faut de tout pour faire le monde. J'entends la radicalité. Après, le problème, c'est que plus on est radical, moins on va être entendu. C'est ce qui me fait peur. On le voit particulièrement en ce moment. Quand on est radical et qu'on se met dans un arbre, ils vont venir nous déloger. Donc je ne sais pas si on est entendu. En tout cas, ça ne permet pas d'écrire des textes de loi. Ce ne sont pas les radicaux qui vont écrire des textes de loi qui vont ensuite être adoptés, qui vont permettre d'engager dans des conversations et des échanges avec les gouvernants. À partir du moment où on est trop radical, de toute façon, ils coupent le débat et on n'est pas entendu, ce qui est sûr. Après, j'entends effectivement que face à la frustration et puis le sentiment de ne pas être écouté, un peu pour revenir sur la question de Mathias, ou est-ce que ça vaut le coup d'aller voter si de toute façon on n'est pas écouté, enfin on n'est pas non plus représenté. Mais je trouve que abandonner, que ce soit les formes de discussion et d'échanges non radicaux, si abandonner ça, ils ont gagné dans tous les cas. Donc on n'est pas entendu, on n'est pas représenté, on n'est pas allé voter, et rien ne change, rien n'avance sur les questions de l'environnement, sur les questions des droits de l'homme, de la démocratie. Il faut savoir faire des deux, je pense. Je pense qu'il faut, c'est un peu comme les défauts et les qualités, il faut savoir être radical, mais il faut aussi savoir être un peu plus soft, parce que de toute façon, il n'y a que ce moyen de communication qui va passer dans les institutions, avec les élus, et pour faire de façon générale, pour faire passer le message. Je sais pas si Merci Juliette. En même temps que j'écoutais d'une oreille, je parlais avec Laetitia parce que on voulait, à l'aune des questions que vous nous avez déjà posées, affiner un peu la question suivante, qui est un peu large mais qui est importante. Les principaux enseignements que toi, Laetitia, tu voudrais partager. Tu es une haute fonctionnaire, ça fait longtemps que tu travailles sur ces sujets politiques. Là, à l'instant T, aujourd'hui, pour toi, les quelques grandes idées clés qu'il faudrait retenir pour pouvoir traiter le sujet qu'on avait énoncé. Alors on a terminé par pour une jeunesse engagée, mais le début c'est pour la planète et les peuples. Et c'est pas neutre. On a commencé par ce qui est l'objectif. Dis-nous un petit peu ce que toi tu garderais comme idée principale en tête à ce sujet. Sur l'idée principale, et ça va me permettre de compléter la réponse à mon tour sur la question qui a été faite sur... en gros, quand on se bat pour qu'il y ait moins de voitures, on se bat pour qu'il y ait moins de charbon, l'Allemagne continue et les gens continuent à prendre beaucoup de voitures. Ça veut dire qu'en fait, sur toutes les questions qu'on vient d'évoquer, ce ne sera pas des petits changements, ça va être des changements radicaux. Et quand on est sur des changements radicaux, et en plus ce qu'on appelle systémique ou holistique, ça veut dire qu'ils concernent toutes les dimensions en fait, de notre vie. La question qui se pose très directement, c'est qu'on va être dans un système où certains vont avoir le sentiment de perdre. On me demande d'arrêter de prendre ma voiture où l'essence devient plus chère, ce qui est aussi un moyen de réguler, eh bien, ça veut dire que moi, je vais devoir complètement changer de vie. Peut-être que je ne pourrais pas aller bosser. Donc, comment je fais ? Ça crée une angoisse et ça crée en tout cas un sujet où il peut y avoir des oppositions de groupes. On me demande, à moi, pays qui ai toujours travaillé sur la base plutôt des énergies fossiles et du charbon, et je suis désolée, mais je n'ai pas d'énergie renouvelable, ou je n'ai pas de parc nucléaire, là, tout d'un coup, de changer complètement mon mode, en fait, de fourniture d'énergie, donc mon mode de production économique, eh bien, c'est compliqué. On me demande à moi, pays africain, ou jeunesse de pays africains, alors même qu'on a été très peu contributeur, en fait, à l'émission de gaz à effet de serre, et que par ailleurs on n'a pas bénéficié justement parfois même des ressources de son propre pays pour profiter d'un développement économique.
on nous demande de réduire, versus en fait les pays occidentaux qui ont pu accéder à un niveau de développement. On leur demande certes de réduire, mais ils sont arrivés tellement haut dans leur niveau de développement que finalement ça sera moins douloureux pour eux que pour nous. Donc il peut y avoir vraiment cette question-là, et c'est pas il peut, elle se pose en fait. C'est la question, c'est très vite, c'est si on se... Tout à l'heure tu posais la question de individuel versus collectif. Si je le prends à l'échelle individuelle, si je le prends à l'échelle de mon groupe, à l'échelle de mon pays, on pourra toujours avoir le sentiment qu'on va devoir en fait faire des concessions, faire des sacrifices, et c'est des sacrifices qu'on ne veut pas forcément faire. Donc cette question-là, pour moi, elle sera majeure. C'est pour ça qu'on a, pardonnez-moi, mais on a parlé d'éducation, et maintenant je vais parler en fait de système de régulation, parce que dans le fond, ce qu'on est en train de se dire, c'est que ce système en fait où chacun devra faire des efforts, et finalement chacun, alors où on se dit dans la version négative aura quelque chose à perdre, où on se dit dans une version de transformation aura des choses à modifier de façon structurelle dans la manière dont il vivait jusqu'ici, dans la manière dont il se projetait aussi en termes de valeurs. Ça veut dire que pour moi la question elle est là, et la question elle est là à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale et évidemment à l'échelle internationale. Si on repart en fait sur le système dans lequel on vit aujourd'hui de régulation, parce que voilà, réguler des gaz à effet de serre dans un seul pays, si un seul pays en fait est un bon élève, ça sert à rien. Voilà, il n'y a pas de frontière étanche qui fait que le pays est complètement préservé de ce que font les autres. Évidemment, tout ça est dans une interdépendance de fait. Donc la seule régulation possible, elle est au niveau international. Aujourd'hui, quand on parle de G20, quand on parle de l'ONU, on est sur en fait un système de régulation internationale qui est quand même très fondé sur la manière dont on voyait les choses après la Deuxième Guerre mondiale. Et après cette Deuxième Guerre mondiale, et le chaos, je pense que c'était un chaos à la fois économique pour l'Europe, mais c'était un chaos aussi en termes de valeurs humaines. On crée en fait un système de régulation avec des entités où on se dit à la fois, on construit un système pour éviter qu'il y ait la guerre. Bon, ça ne les évitera pas toutes, mais on crée ce système vraiment de lien et de coopération très fort pour éviter qu'il y ait la guerre. Et le 2, on crée ce système de régulation pour permettre aussi qu'il y ait une prospérité économique, donc l'accumulation de biens qui va profiter à tous. Derrière ce système, il y a l'idée que finalement, par la croissance et par l'augmentation des biens que permet aussi la coopération, on va en fait permettre à chacun de gagner individuellement et à l'ensemble des pays de gagner. Alors là, vous le voyez aujourd'hui, quand on sans les décrire de façon exhaustive, les effets en fait des dérèglements climatiques, quand on est sur un assèchement des forêts qui va conduire à plus d'incendies, voilà, et ça c'est le sens qui se dessine, sauf si on arrive à mettre en place des actions drastiques. Quand on est sur des périodes caniculaires qui vont être beaucoup plus longues et beaucoup plus denses en fait en intensité de température, des villes côtières qui vont être inondées, un sujet aussi majeur, peut-être, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez alors qu'on est dans une perspective en fait de croissance importante de la population, donc il y aura un sujet, c'est qu'il faut que cette population elle mange. Et l'assèchement des terres agricoles, ça va entraîner des tensions. Donc quand on est sur toutes ces questions-là, à la fois, on sera en fait dans un contexte où la régulation, la coopération à l'échelle internationale n'aura jamais été aussi forte, mais les tensions en fait n'auront jamais été aussi fortes parce que même les terres en fait qui seront des terres habitables vont se réduire et les ressources vont se réduire. Donc la tentation de compétition sur les ressources et la captation des terres habitables va augmenter. Donc voilà, mon premier point c'est de dire coopération indispensable, mais contexte plus compliqué. Contexte plus compliqué, alors je vais vous dire, je tente 2 options. On peut se dire qu'après tout, ce système qui a été construit pour une régulation après-guerre n'a plus de sens aujourd'hui, d'autant que je disais, le sujet aussi de la croissance qui était très important et qu'on pouvait en fait penser après la Deuxième Guerre mondiale avec un moment où on pouvait penser plus facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est complètement impossible, que c'était une croissance infinie. Voilà, on voit bien que cette croissance en elle-même, elle pose un problème par rapport au climat. Donc, ou bien on se dit qu'on change complètement de mécanisme de régulation, et là, moi, je dis, pourquoi pas, on peut toujours dire pourquoi pas, mais ce sera extrêmement compliqué, ou bien on se dit que ce système de régulation, il a certes des limites, mais il y a une possibilité de le faire évoluer. Le faire évoluer en donnant plus de place aux jeunes, et pour moi, c'est pas seulement plus de place aux jeunes d'un point de vue consultatif, moi je pense qu'à un moment, il faut aussi accepter que cette place des jeunes, elle soit décisionnelle. Moi, je pense aussi que c'est dans cette régulation mondiale, je dis par exemple
dans le Conseil de surveillance de l'ONU, c'est les mêmes pays qu'au sortir de la guerre. Quelle place pour certaines zones en développement? Quelle place pour les pays africains? Vous disiez que c'était l'OUA qui était intégré au G20. Eh bien, moi, je pense que vraiment repenser cette place et repenser cette capacité de l'ensemble des régions du monde à être représentées, à être actives et à s'impliquer également dans les réponses, pour moi, est absolument essentiel. Donc, voilà, moi, j'ai plutôt la modestie de dire que là, on peut se dire que ce système de régulation, sans doute, il a des limites, mais pour moi, je pense que le plus efficace, et plutôt que de le changer, c'est de l'améliorer, mais de l'améliorer en étant à la fois dans plus de place. Moi, je pense à la jeunesse, et plus de place, c'est aussi ce qu'on se disait, c'est que quand on propose et que régulièrement on n'est pas écouté, on n'envoie pas les bons messages. Donc, je ne dis pas que tout ce que proposent des personnes parce qu'elles sont jeunes est juste, mais voilà, il y a cette dimension-là. Et que le fait de rendre visible aussi toutes les avancées qu'ont pu apporter les contributions de la jeunesse est important. Et je finis sur un dernier point, peut-être parce que j'ai dirigé une école de sciences politiques et que je suis très très attentive aussi à cette notion. Pour moi, le bon engagement et le bon engagement qui fait changer les choses, c'est l'engagement éclairé, c'est la capacité de discernement. Et tout à l'heure, Juliette, tu parlais du fait qu'on a accès à beaucoup d'informations aujourd'hui sur le climat, sur les évolutions. On a accès parfois à ce qui se prétend être de l'information et qui ne l'est pas forcément. Et donc pour moi, cette dimension aussi de profiter de votre formation, elle vous donne aussi cet outil-là, profiter de tout ce que vous pouvez développer pour améliorer, renforcer votre libre arbitre. Mais je pense que plus que jamais, à la fois, c'est super d'avoir plein d'informations parce qu'on sait ce qui se passe dans d'autres pays. Ça permet d'avoir une pensée plus globale, plus riche et des moyens d'action aussi qui sont beaucoup plus forts. Mais soyons attentifs à ce que cet engagement qui est important pour vous, c'est du temps, c'est des valeurs, il puisse être placé au bon endroit. Et pour qu'il soit placé au bon endroit, c'est vraiment avoir ce recul et faire en sorte d'avoir cette espèce de pas de côté, de discernement par rapport à cette information et donc du coup d'être beaucoup plus efficace et d'être beaucoup plus dans quelque chose qui vous ressemble et avec lequel vous êtes aligné sur votre manière d'agir. Merci Laetitia. Je voudrais, avant de passer la parole à Tara, juste souligner un point parce que Laetitia a parfaitement raison et je partage totalement son avis. Et je voudrais juste le relier à ce qui est en train de se passer parce que ça peut paraître une vision théorique, mais en fait ce que Laetitia a dit a déjà une matérialité politique. Je disais tout à l'heure que je revenais de l'Assemblée Générale des Nations Unies où j'étais la semaine dernière, qui a lieu tous les ans, c'est un heureux hasard, juste avant le Forum Normandie pour la paix. Il y avait à ce moment-là un sommet pour les objectifs de développement durable des Nations Unies, donc les 17 objectifs que vous avez peut-être, je pense, entendu parce que je sais que la région Normandie travaille beaucoup avec les lycées à propos du développement durable. Et ce sommet pour les ODD portait en partie sur la réforme du système international dont parlait Laetitia, y compris parce que le 17e objectif, et plus précisément la cible 17.19 des objectifs de développement durable, c'est d'avoir réussi à mettre au point d'ici 2030 une façon de comptabiliser notre développement économique qui ne soit plus le PIB. Parce que le PIB, comme dit le secrétaire général des Nations Unies, vous pouvez créer de la valeur et de la richesse économique en détruisant la planète et en détruisant même simplement notre avenir. Donc c'est pas de la croissance. Détruire, c'est pas produire. Tout se perd, tout se crée, rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. Mais le fait est qu'on a besoin d'une autre façon de mesurer l'économie pour pouvoir parvenir à l'un des éléments de transformation institutionnelle dont parlait Laetitia. Et ça, c'est à l'agenda de l'ensemble des 193 États de la planète qui, voici maintenant 8 ans, donc en 2015, se sont donné 17 objectifs à réaliser d'ici 2030, donc on est pile à la mi-temps du match du siècle, pour pouvoir transformer le système. Et c'est d'autant plus important que ce sommet pour les objectifs de développement durable précède un autre sommet qui aura lieu pendant l'Assemblée Générale des Nations Unies l'an prochain. Donc normalement, si Normandie pour la paix est à la même période, on pourra se reparler de ça l'an prochain. Et ça s'appelle le Sommet pour l'avenir, qui est à nouveau organisé par le secrétaire général des Nations Unies pour travailler plus en profondeur, même si la discussion existe déjà depuis longtemps,
sur la réforme du système des Nations Unies, puisque comme Laetitia l'a souligné, il a été bâti en 1945 avec la charte de San Francisco, qui a été écrite par une femme qu'on ne connaît pas mais qu'il faut absolument découvrir, qui s'appelle Eleanor Roosevelt. Trouvez qui est Eleanor Roosevelt et lisez-la, elle est absolument extraordinaire. Et cet ordre de 1945, il a été créé alors que une large partie des États de la planète, enfin une partie significative des États de la planète, n'existait pas à ce moment-là. La décolonisation n'avait pas encore eu lieu. Et donc aujourd'hui, quand on parle du système international, on doit le rafraîchir, si j'ose dire, à l'aune du fait qu'on a au moins une cinquantaine, probablement même beaucoup plus en réalité, d'États qui y contribuent, alors que quand le système a été pensé, ces États n'existaient pas, politiquement parlant, et démographiquement parlant, la carte a changé. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner à la Chine le pouvoir de contrôler un septième de la décision mondiale parce qu'il représente un septième de la population mondiale. Ça veut juste dire que ce système, il a besoin d'être rééquilibré. Et la transformation systémique dont parlait Laetitia à l'instant, c'est pas juste des propos d'estrade ici dans un très beau forum avec des lycéens. C'est une réalité très complexe qui se joue en ce moment même au cœur des Nations Unies. Voilà, je voulais juste vous partager cette information un peu pédagogique avant de poser une dernière question à Tara et qu'on prenne quelques dernières questions de votre part. Ici, à Normandie pour la paix, on est venu parler d'engagement de la jeunesse au service de la planète et des peuples. Et c'est une occasion de vous appeler à vous engager, quelle que soit la forme d'engagement que vous choisissez. Et donc toi, Tara, avec ton expérience qui est la tienne, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes parcours, et c'est très bien comme ça, quel serait ton appel à toi, aux jeunes ici, à s'engager? Déjà, j'espère que vous aurez appris des choses ou que vous aurez été inspiré par cette table ronde. Je pense que l'engagement demeure peut-être un petit peu abstrait, le mot engagement, pour certains d'entre vous, qui ont l'impression peut-être de ne pas être engagés, entre gros guillemets. Mais sachez que déjà, être un citoyen, être une citoyenne, bon, on vous le rabâche suffisamment, c'est avoir des droits, des devoirs, mais c'est aussi quelque chose de concret qui est l'engagement, donc par le vote, mais pas que. Donc il y a des actions qui sont possibles en tant que citoyen, en tant que citoyenne, pour faire entendre nos voix, et c'est ça l'engagement, et les modalités sont très diverses, et je pense qu'à votre niveau, vous devez être conscient peut-être de certaines formes d'engagement au niveau local, même au niveau de votre classe, au niveau, je ne sais pas, si quelqu'un est délégué, c'est déjà un engagement. Le fait d'être ici, au Forum Normandie pour la paix, c'est un engagement. Le fait d'avoir eu une écoute active, pour certains, d'avoir osé prendre la parole, ça c'est s'engager. Et donc on le fait tous à notre niveau et il faut continuer. Parce que sans engagement, je pense qu'on perd le droit de se plaindre. Rester tout seul dans son coin et se plaindre de choses qui ne vont pas dans notre vie alors qu'on ne s'engage pas, ce serait un peu dommage. Mais moi j'ai confiance en chacun d'entre vous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour une raison. Et je pense que, voilà, j'espère qu'on aura pu être une source d'inspiration. Notre engagement est un exemple d'engagement, mais il y en a tant d'autres. Et surtout, je vous invite à, pour commencer, vous informer massivement sur ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez vous, à tous les niveaux. Donc ça, c'est la base de l'engagement. L'information peut venir de vos cours, évidemment, mais aussi, comme le soulignait Juliette, il y a tout un tas de chaînes YouTube, de comptes Instagram, même de TikTokers qui alertent sur des enjeux très actuels. Et voilà, je pense que vous en suivez certains et il faut continuer. Et je pense qu'en tant que jeunes, on a le pouvoir d'être plus ambitieux, plus novateur, de proposer des choses sur des sujets qui nous concernent et qui ne concernent pas forcément les générations précédentes. Donc les personnes plus vieilles n'y pensent pas forcément. Donc c'est à nous de prendre la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous concernent. Et parce que les autres ne le feront pas pour nous. Merci Tara. Merci beaucoup parce que je pense que c'est la plus belle des conclusions qu'on pouvait espérer. Alors je ne vais pas conclure après la conclusion, mais je vais vous demander si vous avez des questions pour pouvoir approfondir. On a encore un quart d'heure devant nous et donc c'est le moment s'il en reste. Et Thomas, moi j'aurais une question à poser à la salle. Enfin, je veux pas vous forcer à parler, mais si jamais certains se sentent de prendre la parole, je voulais savoir qui dans la salle se sent engagé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont engagés dans des associations, qui font des choses ou qui ont envie de se lancer? Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des volontés politiques?
Est-ce que sur tous les thèmes, ça peut être n'importe quoi, le climat, enfin tout ce qui importe un peu, les droits des femmes, la jeunesse, même le sport, ça peut être voilà, toutes vos passions en fait. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Parce que l'engagement, c'est ça, c'est agir pour ses passions, pour ses convictions. Alors, Sa sondage en préoccupation. direct, levez la main ceux qui se sentent engagés. Et est-ce qu'il y en a un parmi vous qui avait généreusement levé la main? Et je dis généreusement pas parce que vous avez levé la main, mais parce que si vous vous sentez engagé, c'est probablement que vous avez commencé à vous engager d'une forme ou d'une autre. Est-ce que vous voudriez nous dire sous quelle forme vous vous sentez engagé? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui aimerait nous partager ça? Et à l'inverse, peut-être ceux qui n'ont pas levé la main, s'il y en a qui se sentent de nous dire pourquoi ils se Ouais, sentent on pas va prendre engagés. ces deux questions. Bah, alors, voilà, encore un jeune homme, mais c'est dingue. C'est rien contre vous, hein, cher monsieur, mais levez-vous et présentez-vous. On veut voir les rockstars. Moi, je me présente, je m'appelle Antoine, je suis en terminale. Et du coup, moi, je suis dans une association patriotique de porte-drapeau, donc pour le devoir de mémoire. Et je suis aussi actif, entre guillemets, dans la vie politique. Je me suis engagé dans un parti pour, du coup, représenter mes idées que je pense être les bonnes. Merci Antoine. Alors le devoir de mémoire ici à Normandie pour la paix, c'est pas un petit sujet. Donc c'est un exemple très intéressant. Et Laetitia dit, tu peux le dire Laetitia. Ouais, non, en fait, moi aussi, je travaille sur la question des mémoires. Et par exemple, dans l'école que je dirigeais, j'accompagnais beaucoup en fait une association qui travaillait en fait sur les sujets de défense nationale. Et moi, j'étais assez épatée de voir en fait le nombre de jeunes réservistes très engagés en fait sur la valeur et la défense de la nation. Et je trouve qu'il y a des belles choses à tirer de tout ça, et qui en fait avait organisé une cérémonie alors Hubert Germain, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Hubert Germain, c'était le dernier compagnon en fait de la Libération. C'est un ordre qui avait été créé par le général de Gaulle juste après la Libération pour les résistants qui avaient vraiment particulièrement marqué par leur engagement la prise de risque pour la nation qu'ils avaient eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, avec la mort d'Hubert Germain, c'est la fin d'une génération. Et donc, dans la question des mémoires, il y a toujours les mémoires en fait, des événements qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, et c'est important. Par exemple, on a travaillé sur la mémoire du Rwanda, mais sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit du point de vue en fait, des combattants, du point de vue aussi de la mémoire de la Shoah, c'est quelle mémoire en fait, on continue à garder des événements quand ceux qui les ont vécus, ceux qui ont été les témoins vivants, ne sont plus là. La mémoire ne disparaît pas, mais elle se pose en fait, et elle se construit d'une autre façon. Merci beaucoup Antoine d'avoir témoigné et Laetitia d'avoir souligné l'importance de ce témoignage. J'ai vu plus de mains s'est levé tout à l'heure, alors je pense qu'on peut prendre au moins un deuxième exemple d'une personne qui se sent engagée. Ah, mademoiselle, s'il vous plaît. Génial. Dites-nous votre prénom, comme ça on pourra vous répondre. Donc bonjour, je m'appelle Anaïs Leborgne et je suis en terminale et je suis pas encore engagée parce que j'en ai pas encore eu l'occasion ni le temps, mais j'ai l'intention de plus tard m'engager de façon plus ardue. Mais je voulais revenir sur ce qui a été dit avant, parce que j'avais une question du coup. On a fait allusion au fait que pour l'écologie, etc., il fallait faire des concessions, des sacrifices, et que ce n'était pas forcément possible pour chaque classe sociale, etc. Et donc du coup, là me vient la question, c'est que certaines personnes peuvent ressentir de la culpabilité et donc à nouveau de l'anxiété écologique. Donc comment on est censé agir dans ces cas-là? Merci, c'est une question... vous posez un peu la question de notre vie là, je crois, donc on va essayer d'y répondre. Enfin, moi je vais essayer de donner une réponse très brève. Déjà, se dire... Laetitia avait raison tout à l'heure en disant qu'il y aura des gagnants et des perdants, comme dans toute transformation sociale ou politique. C'est vrai aujourd'hui de la grande transition écologique, c'était vrai hier de la révolution industrielle, etc. Il y a toujours des gagnants et des perdants. La question, c'est est-ce que cette transformation, à la fin, elle sera juste? Est-ce que ceux qui vont gagner mériter de gagner et ceux qui vont devoir renoncer à certaines choses, il est légitime de les faire renoncer à certaines choses? Et dans ce contexte-là,
je ne veux pas faire de grands discours de politique générale sur la transition écologique et la transition juste, mais il faut bien avoir en tête qu'en effet, il n'y aura pas de transition sans justice sociale, qui soit donc équitablement répartie. Et en même temps, il y a, évidemment, quand on dit ça, on pense tout de suite à des personnes extrêmement privilégiées qui ont un mode de vie, et on en fait partie, hein, d'une certaine manière, qui est beaucoup trop riche en carbone, si j'ose dire, pour qu'il fonctionne. Je dis on en fait partie, c'est un peu paradoxal. Évidemment, au début, je pensais à des personnes ultra riches qui, voilà, je prends l'exemple du roi d'Angleterre, il fait 18 fois l'empreinte carbone d'un Anglais moyen, sachant qu'un Anglais moyen, ça fait déjà 12 fois l'empreinte carbone d'un Indien moyen. Donc vous imaginez que quand le Premier ministre indien et le roi d'Angleterre se rencontrent dans un couloir, ils ne se parlent pas tout à fait d'égal à égal sur le plan du carbone. Donc, il faut évidemment stratifier socialement, économiquement cette réflexion, mais il ne faut pas faire comme si c'était une question uniquement pour les ultra-riches en tant que catégorie sociale et économique. Nous, là, les Français, et vous en faites partie, on émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. 10 à 11 tonnes. Pour qu'on soit en cohérence avec l'accord de Paris sur le climat, il faudrait qu'on arrive à 2 tonnes. Ça veut dire qu'on a un régime à faire sur le plan écologique qui suppose de diviser par 5 notre poids. C'est chaud quand même. Et au niveau mondial, c'est par 4. Alors, je vous dis ces chiffres pour vous dire 2 choses. D'abord, c'est hyper paradoxal parce que 2 tonnes de CO2 par habitant par an, aujourd'hui, c'est impossible parce que rien que le poids du service public, indépendamment de nos comportements individuels, c'est 2,5 tonnes par Français par an. Donc même si vous étiez des saints qui a été totalement neutre en carbone, avec 0, voire des émissions négatives, il faudrait que vous ayez au moins moins 0,5 tonnes de CO2 par habitant pour corriger le poids carbone de la puissance publique française. Autant vous dire que c'est un peu paradoxal comme problème. Et deuxièmement, je vous dis ça parce que, comme je disais tout à l'heure, on est tous concernés dans la mesure où non seulement ça suppose qu'on fasse des choix collectifs qui transforment aussi nos services publics, qui ont eux-mêmes une transition écologique à faire, mais parce que un Français, il émet par tête 4 fois plus qu'un Indien. Alors ok, les Indiens maintenant, je peux plutôt parler de la Chine. Aujourd'hui, la Chine se considère comme un pays en voie de développement. C'est quand même la première économie mondiale, et en émissions par an, la Chine émet plus de carbone que les États-Unis et l'Europe réunis, sachant qu'un Américain émet beaucoup plus qu'un Européen. Donc voilà. Et donc à la fin, ok, la Chine en tant qu'État, c'est un État qui doit beaucoup bouger, confère les discussions que Laetitia a lancées tout à l'heure sur la transformation du système international. Mais les Chinois pris un par un, ils émettent par tête beaucoup moins que les Qataris, 40 fois moins qu'un Qatari. Donc évidemment, quand vous adressez non seulement à la première puissance mondiale, mais qu'en plus vous voulez donner des leçons alors que vous émettez entre 10 et 40 fois plus que sa population par tête, même si la Chine au passage est le pays qui compte le plus de milliardaires au monde et donc le plus de personnes qui émettent des quantités astronomiques de CO2, parfois plus qu'un État... un individu parfois émet plus que certains États, c'est quand même complètement délirant. Et bien évidemment, vous voyez que la transformation elle est extrêmement complexe. Et donc, pour conclure sur ce sujet, chacun a sa part à jouer, mais il ne s'agit pas de culpabiliser tel ou tel, il s'agit de pouvoir répartir l'effort de façon à ce qu'il soit juste, parce que s'il n'est pas juste, il n'est pas soutenable. Soutenable au sens, il ne sera pas soutenu. On ne pourra pas le prendre sur nos épaules. Et quand je disais tout à l'heure, le paradoxe de la France, c'est qu'on émet 10 tonnes de CO2 par habitant et rien que le service public, c'est 2 tonnes et demie de CO2 alors qu'on devrait en émettre 2. Ça vous montre bien que c'est d'abord et avant tout des choix collectifs avant que ce soit des choix individuels. Et donc, c'est là où on traite le sujet des choix individuels et des choix collectifs. Et ça sera toujours culpabilisant si on répond que par les choix individuels. Ça sera jamais culpabilisant si on raisonne par les choix individuels. Votre
consommation. Alors vous êtes jeune, donc probablement que vous n'êtes pas encore des épargnants et encore moins des investisseurs, mais à un moment donné, vous allez travailler, peut-être qu'on peut vous souhaiter, vous aurez un peu d'épargne. Choisir où vous placez votre épargne, c'est choisir quelles institutions financières financent quoi avec votre épargne, et donc comment votre argent est coupable ou complice de projets qui sont des bombes climatiques ou pas. Ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on se comporte individuellement. Mais au fond, les choix collectifs sont prédominants dans les choix par rapport aux choix individuels. Et donc, par définition, il ne peut pas y avoir de culpabilité. Il peut qu'il y avoir des gens qui s'engagent et qui ont le droit de se plaindre, et des gens qui ne s'engagent pas et qui n'ont pas le droit de se plaindre. Et c'est la seule réponse un peu complète qu'on peut donner à votre question. Et j'ai été très long, mais Laetitia a envie de rebondir. Non, mais moi j'en ai une quand même. Hein. Et je me permets, en fait, votre question, je vais faire un peu de provocation, mais c'est vraiment des questions qui se posent aujourd'hui. Elle s'est en fait insistée sur le fait que certains allaient perdre. Et que finalement, ça allait être gérer de la frustration, voire des colères, et voire éventuellement des guerres. Il y a ça aussi. Et donc, une des réponses, c'est de dire qu'en fait, là où j'ai fait l'apologie de la démocratie à plusieurs reprises, le système de régulation, d'autres vont vous dire, dans le fond, comme tu parlais de la Chine, eh bien, ce sont les régimes autoritaires qui sont les mieux placés en fait pour conduire en fait la transition écologique, parce que comme certains vont perdre, d'autres vont gagner, que ça va créer des tensions. Eh bien, c'est en imposant de manière extrêmement autoritaire en fait des orientations et en étant extrêmement ferme sur leur mise en œuvre qu'on va y arriver, et que donc de ce point de vue-là, les régimes autoritaires auraient une supériorité dans leur capacité à conduire une vraie politique de transition économique par rapport aux pays démocratiques. Alors après, je vous renvoie à un exemple très concret qui montre toute la limite en fait d'une gestion très autoritaire du sujet. C'est la manière dont la Chine a géré la crise du zéro Covid. Et donc moi, je continue à penser que c'est dans cette capacité vraiment à être dans une démocratie, dans le fond, beaucoup plus large et inclusive, parce que c'est une démocratie à l'échelle internationale, c'est une démocratie qui prend en compte les populations et les jeunesses des pays en développement et qui est capable aussi d'être inclusive au niveau national en n'opposant pas les générations, qu'on avance. Ma deuxième réponse, elle est j'espère, plus optimiste. Je ne vais pas rajouter les références. Hein. Thomas a parlé tout à l'heure d'Hannah Arendt. Je pense que c'est vraiment, voilà, si vous ne connaissez pas, allez découvrir, parce que ce qu'elle dit est vraiment important, notamment sur les questions de transmission. Il y a un de ses collègues qui s'appelle Hans Jonas, que vous reteniez le nom ou pas, c'est pas grave, qui crée un concept qui s'appelle l'heuristique de la peur. En gros, c'est de dire le moment en fait où on a les plus grandes peurs collectives, ce sont des moments qui sont aussi des moments salvateurs, où on est capable d'en faire quelque chose de positif. Et ce qu'on peut faire de positif aussi, et ça ce sont des débats qui sont abordés, c'est de dire que dans le fond, les conséquences de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sont les conséquences d'un mode de vie ultra consumériste. Ce sont aussi les conséquences, je parlais tout à l'heure même d'un ordre mondial qui a été fondé sur cette idée de prospérité, et cette prospérité qui se traduit par croissance et augmentation toujours des biens de manière infinie. Finalement, est-ce qu'on était heureux dans ce monde-là ? Est-ce que ce n'était pas un appauvrissement à la fois de la manière dont on vivait au quotidien et un appauvrissement de nos valeurs ? Est-ce que ce n'est pas aussi, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, mais un moyen de nous réapproprier en fait des valeurs peut-être plus riches et une manière de vivre qui fait plus sens. Merci Laetitia. Il nous fallait parler d'heuristique de la peur parce que la peur est un énorme frein à l'engagement, et donc on a bouclé la boucle. Je crois qu'on est arrivé au terme des horaires qui nous étaient impartis, mais comme je suis un peu gourmand, s'il y a une dernière question brûlante qui voulait être posée, c'est l'occasion de le faire, et après on s'arrête. Sinon, il est midi, malgré les cloches, on a une question ou une affirmation, une contestation, un jet de tomate. Dites-nous votre prénom, madame. Moi, je m'appelle Mélisandre, et tout à l'heure, vous avez parlé de la radicalité et du fait que ce n'était pas forcément une nécessité, mais du coup, je me demandais si les actions menées par les associations comme Greenpeace, etc., ça pouvait avoir des impacts au niveau des institutions et tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de répondre à cette question. Moi, j'ai un témoignage personnel à vous donner à ce sujet, mais allez-y, commencez si vous avez une réponse à la question de Mélisandre. C'est pas une nécessité. Je pense qu'il y en a quand même besoin, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire parler d'une cause. C'est plus après la réalisation des solutions que les personnes dans la radicalité veulent mettre en place, où je ne suis pas sûre que c'est un vrai impact. Mais on a vu effectivement
que, comme tu disais, Tara, et peut-être que tu veux reprendre, c'est la question aussi du plaidoyer que tu veux faire. On a par exemple rencontré, c'est Najat Vallaud-Belkacem maintenant qui travaille pour une ONG, et c'est tout le travail qu'ils font. Et on voit qu'elles ont beaucoup d'impact sur les questions de la jeunesse et des droits de l'homme, sans forcément rentrer dans cette radicalité. Et ils sont dans toutes les conférences, ils arrivent à parler à un peu tout le monde, et on voit que ça avance sur ces questions-là. Oui, ben ça exactement aller dans le sens de ce que je voulais dire. Moi, j'ai travaillé dans une ONG qui s'appelle Reporters sans frontières, qui est la plus grande ONG mondiale de défense de la liberté de la presse, mais surtout la liberté d'avoir accès à une information libre, fiable et pluraliste. C'est un peu utile quand on parle d'engagement, parce que si on vous donne du bullshit et de la propagande, c'est difficile de savoir où s'engager. Donc c'est fondamental dans la démocratie ou simplement dans l'engagement. Cette ONG, elle avait pour particularité d'à la fois porter du plaidoyer institutionnel, moi je dirigeais le plaidoyer institutionnel de l'ONG, et de faire parfois des coups de com' qui permettaient d'attirer l'attention sur un sujet précis. Je vais vous donner 2 exemples pour que vous mesurez la différence d'impact. En 2018, l'éditorialiste international du Washington Post, qui est un Saoudien, Jamal Khashoggi, est une personne critique du régime saoudien. Il est démantelé, découpé en morceaux, dissous dans l'acide, dans un consulat saoudien à Istanbul. Parce que il publie des éditoriaux qui analysent de façon critique le régime saoudien. Vous vous rendez compte de la chose dont on parle, de l'horreur absolue dont on parle. En réponse à ça, on a engagé des négociations avec le gouvernement saoudien, qui avait honte d'avoir commandité cet assassinat politique, pour faire libérer 35 journalistes qui étaient dans les geôles saoudiennes. La honte internationale, elle passait par le rôle des ONG qui étaient capables de placer devant les ambassades ou devant les consulats saoudiens des mannequins qu'on peut voir dans les boutiques qui étaient démantelés, comme Jamal Khashoggi avait été démantelé. Les négociations n'ont pas abouti, pour d'autres raisons. Mais elles n'auraient jamais pu avoir lieu, ces négociations, si cette ONG n'avait pas, devant chaque consulat, chaque ambassade saoudienne, placé des cadavres en plastique, démantelés, parfois dissous dans l'acide, comme Khashoggi l'avait été par des commandos des forces spéciales saoudiennes. Cette discussion n'aurait pas eu lieu. Et de l'autre côté, on n'a rien obtenu. Alors que, sans mener aucune seule action de nature aussi symbolique et radicale, parallèlement à ça, dans le même temps, on a fait adopter par 39 États aux Nations Unies un traité sur l'accès à l'information libre, plurielle et fiable à l'heure des réseaux sociaux où les manipulations de l'information peuvent être nombreuses. Et aujourd'hui, ils sont plus de 45 États à avoir pris l'engagement de mettre en œuvre ce traité et donc de réguler les plateformes sur la façon dont elles vous proposent des contenus qui peuvent être plus ou moins fiables, plus ou moins manipulés, plus ou moins vérifiés. Et vous voyez la différence entre les deux. Je n'oppose pas les deux, j'observe le contraste. Une action radicale, et légitimement radicale, qui n'a débouché sur rien, mais qui aurait pu être utile. Une action tout à fait discrète, qui aboutit au changement des règles du jeu. Et les deux sont nécessaires, les deux sont complémentaires, mais les gens qui sont dangereux sont les gens qui vont opposer les deux. Et je dois vous dire, puisque vous parlez de Greenpeace tout à l'heure, que je parle à peu près à la terre entière, et quand je parle de la terre entière, je parle littéralement de la terre entière de développement durable. Les seules personnes qui m'ont agressé, parce que je parle à toutes les personnes qui doivent faire bouger les lignes, parce que je parlais à différentes personnes, c'est Greenpeace. Et je dois vous dire que j'ai jamais compris pourquoi est-ce que certaines ONG ont décidé que leur business, c'était de tirer sur l'ambulance au lieu de mettre du carburant dans le moteur des ambulanciers. Et là, Greenpeace, c'est pas vraiment le bon exemple, malheureusement.
Voilà, j'ai terminé avec cette conclusion un peu dure, mais parce qu'il y a une vraie éthique de responsabilité dans l'engagement. Et c'est important de savoir prendre ses responsabilités de façon politique. Je propose qu'on arrête là. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de vous engager et d'être heureux dans votre engagement.